Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, tadam, les fans d'Aya de Yopougon avaient dû attendre 12 ans entre les 6e et 7e tomes de la bande dessinée. Une année seulement aura suffi pour voir le 8e tome arriver sur les rayons des librairies. Marguerite Abouet est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fourdier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est le congrès des maires de France, maires MAI-RES, et les programmes, évidemment, ceux d'éducation civique. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Elle nous parle d'un nouveau podcast intitulé « Est-ce que c'est normal ?» Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier, direction l'Amérique latine et ce formidable dispositif qui passe par l'art pour lutter contre la violence. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Notre invité du jour nous offre deux bonnes nouvelles. La première, c'est la parution, il y a quelques jours, chez Gallimard BD, du 8e tome des aventures de l'héroïne qui l'a rendue célèbre, Aya de Yopougon. La seconde, c'est que ce 8e tome nous offre, je ne spoile pas, mais il nous offre une fin où toutes les portes ne sont pas refermées, ce qui annonce une suite. Sinon, on ne sera pas content du tout. Marguerite, bonjour. Bonjour. Il y aura un deuxième tome. Je pense que on oui. On est un peu obligé, hein, on va dire là, oui. Bon. Alors, il y a quand même, je le précise, des histoires qui se referment dans le 8e tome aussi, comme à chaque fois. Mais effectivement, d'autres qui s'ouvrent. Alors, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, vous êtes autrice, scénariste, réalisatrice, et vous avez inventé, il y a donc 18 ans, un personnage merveilleux, entouré lui-même d'une remarquable galerie de portraits, Aya, et c'est Clément Aubrerie, je ne l'ai pas dit, qui leur donne vie, avec son... enfin, en tout cas, du côté du dessin. On fait une petite séance de rattrapage pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et qui ne connaissent pas encore Aya. Aya, c'est une jeune femme, enfin, jeune fille d'abord, jeune femme maintenant, qui vit dans un quartier populaire d'Abidjan qui s'appelle Yopougon. Yopougon, tout simplement. Et Aya, elle a 19 ans et elle rêve d'être médecin. Contrairement... Ce qui n'était pas le cas au début, d'ailleurs. Non, au elle début, a grandi. non, oui. Après, au fur et à mesure de ses rencontres, des histoires qui la touchent, elle change, elle passe au droit. Mais on ne sait jamais, parce qu'en même temps, c'est Aya, et comme je dis souvent, la vie continue, donc tout encore peut se faire. Et donc, elle vit dans ce quartier, entourée de ses parents, de ses amis, et qui sont différentes quand même d'elle, Bintou et Adjoa. Alors Bintou, c'est la star de télé. C'est la star, celle qui assume son, mais elle le paye cher, son corps. Oui, mais en même temps, il y a un revers de tout ça. Hein. Mais moi-même, je paye cher ma notoriété. Enfin, elle, on lui brûle sa maison quand même. Elle, on lui brûle sa maison. On lui brûle sa maison. Je dis là, c'est pas spoilé, hein, parce que c'était dans le tome 7. C'était dans le tome 7. Et puis Adjoa, qui a le petit Bobby, qui est très très intelligent, puisqu'il sait lire déjà à son âge. Donc, et puis Aya, elle partage sa vie entre ses amis, ses parents et tout ce quartier qui viennent beaucoup lui donner du fil à retordre, tout simplement. Il y a le quartier, mais le décor est double, parce qu'il y a à la fois la Côte d'Ivoire, on est à l'orée des années 80 dans ce 8e tome, et il y a aussi la France à la même époque. La France à la même époque, on en parlera tout à l'heure, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, c'est un certain nombre d'espoirs pour pas mal de monde. La Côte d'Ivoire à l'époque, et ça on l'a peut-être oublié, c'est encore l'époque de ce qu'on a pu appeler dans les journaux le miracle ivoirien. Oui, c'était le miracle ivoirien, et moi j'ai baigné, et c'était après les indépendances, on avait toute une classe juste, même pas... moi j'aime bien cette classe juste parce que les parents travaillaient, nos deux parents travaillaient, on avait l'école gratuite, on avait des médecins même qui venaient dans nos classes, des dentistes, tout ça, et ça c'était... et tout un boom économique, une richesse aussi. Oui, le cacao, et le pays se développait vraiment. Il y a eu on a eu des constructions un peu partout, et surtout le plateau, c'était un peu le Manhattan de l'Afrique, parce que c'était le centre des affaires. Et il y avait énormément d'étrangers qui transitaient dans ce quartier. Il y a une constante de la série, c'est que tous vos personnages, alors vous allez me dire c'est une constante de la littérature en général, mais bref, sont pris dans des conflits de loyauté, plein de conflits de loyauté. Il y en a quand même un qui est très important tout le temps, c'est la famille. Oui. La famille est importante parce que c'est le socle, c'est la base, et c'est la famille qui détermine... l'enfant, l'être humain, tout simplement. Et moi, je suis très attachée, et forcément, un être humain, enfin, mes personnages ont besoin de leur famille. J'aime bien savoir d'où ils viennent.
d'où ils partent. Et est-ce que la famille va être aussi déterminante dans leur parcours ou pas? Et c'est ce que je montre avec, par exemple, Innocent. Qui vient à Paris. Ino, qui lui vient à Paris, qui est surnommé Ino. Deuxième conflit de loyauté, il est autour des normes, et notamment autour de l'hétérosexualité. Oui. Voilà. Puisqu'on parle d'Ino. Oui, Parce qu'il ne vient pas à Paris pour rien, Ino. Oui, parce que l'homosexualité, donc il part parce qu'il se dit peut-être, puisque ce sont les Blancs qui ont inventé ce mot d'homosexualité, forcément, c'est plus facile là-bas. Voilà. Et malheureusement, il va se heurter aussi à une incompréhension aussi. Mais c'est ce qui fait aussi le charme, c'est que j'aime bien, c'est innocent. Il s'appelle pas innocent pour rien, parce qu'il découvre aussi une autre culture. Et qu'est-ce que lui, il va apprendre, et puis ce qu'il va aussi laisser aux gens qui va rencontrer. Le tome 1 que j'ai ici est sorti en 2005. Dès l'année suivante, 350 000 exemplaires vendus. Un premier prix au Festival d'Angoulême. Le tome 8, que j'ai également ici, vient de paraître. Entre-temps, 900 000 exemplaires vendus. Des traductions dans plus de 16 langues. On retrouve Marguerite Aboué pour le Grand Oral, juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour Emmanuel. Au programme de cette Anti-Sèche, un petit peu d'éducation civique à l'occasion du 106e congrès des maires de France, les maires MAIRES, congrès qui se tient jusqu'au 23 novembre. À Paris, ils sont attendus pas moins de 10 000 élus locaux. Oui, mais ils ne seront pas tous présents puisque la France compte 34 955 communes, donc tout autant de maires. Alors, vous allez nous rappeler les prérogatives des maires. C'est un peu un catalogue à la Prévert. Oui, un peu. Ouais, voilà, il faut réviser. Révision. Il prépare et exécute les décisions du conseil municipal. Il est le chef de l'administration municipale. Il est chargé des pouvoirs de police. Il prend des arrêtés municipaux. Il représente la commune en justice. Il est officier de l'état civil et de la police judiciaire. Il organise les élections. Il statue sur les demandes d'inscription sur les listes électorales. Il a du travail, ce monsieur, cette dame. Il est chargé du recensement citoyen. Il organise les cérémonies patriotiques dans sa commune. Et vous avez raison de dire il a du travail, ce monsieur, ou elle a du travail, cette dame, parce que selon la taille de la commune, il fait vraiment tout ça dans un village, ou alors il a une méga administration pour faire ça pour lui. Et d'ailleurs, la mairie, elle a un certain nombre de compétences qui exigent d'être administrée. Les mairies sont en charge de l'urbanisme et de la maîtrise des sols, du logement, de l'aide sociale, de la culture, du patrimoine, du tourisme, du sport. Et ce qui nous intéresse particulièrement sur School TV, la gestion des écoles élémentaires et maternelles. Oui, ça fait partie de leur primaire, l'école primaire. Ça fait partie de leurs compétences. La mairie est propriétaire des écoles publiques établies sur son territoire, donc elle en assure la construction, elle assure aussi la construction des extensions et les grosses réparations. Elle gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles. Elle s'occupe de la restauration scolaire. Elle gère les personnels non enseignants, en particulier les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Les ATSEM. Oui, pour les intimes. Si précieux. C'est elle qui détermine où un enfant va être affecté s'il y a plusieurs écoles sur son territoire. Et elle a l'obligation d'assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants. À défaut, une indemnité représentative de logement leur est versée. Sans oublier un point extrêmement important qui est le contrôle de l'obligation scolaire. Et oui, l'école est, rappelons-le, obligatoire pour tous les enfants français étrangers âgés entre 6 et 16 ans. Et le maire, en liaison avec l'inspecteur d'académie, est en charge de veiller à ce que tous les enfants de sa commune aille à l'école. Tout ça, c'est super sérieux, mais je vois une petite lueur dans le regard qui me dit qu'il arrive aussi à tout ce moment de ne pas être si sérieux que cela, peut-être. Oui, en préparant cette chronique, j'ai appris des choses. Oui, il y a un concours des arrêtés municipaux les plus insolites. Le dernier a eu lieu à l'été 2022 avec comme président du jury l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et maire du Havre. Et alors gagnant de cette édition? Alors, Ivry-la-Bataille, dans l'Eure, avec son arrêté municipal qui interdit aux pierres de tomber. Oui. On peut lire, si les pierres retournent à leur place dans les 12 heures après la chute, elles échappent aux sanctions. Extraordinaire. Mais il y a une vraie raison très sérieuse derrière cet arrêté. Oui, c'est pour attirer un petit peu l'attention sur un problème qui, depuis 3 ans, est très important, il y a la chute des pierres. Alors, il n'y a pas eu de dégâts physiques, il n'y a eu qu'une blessure, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels à cause de ces chutes de pierres. Ça engendre des coûts extrêmement importants. Ça, c'était le choix du jury. Il y avait des humoristes dans le jury, je crois, Nicole Ferroni, François Rollin, Caroline Vigneault. Votre choix à vous, parce que vous avez regardé les... Oui, alors moi, mon choix à vous, vous me le demandez, je vais vous le dire. C'est pas du tout préparé. C'est improvisé.
J'ai un faible pour Calais, qui est arrivé en 5e position avec un arrêté qui organise la cohabitation entre le dragon de la ville et les habitants. Le dragon de la ville. Oui, il y a une légende, il y a un dragon dans la ville de Calais. Plusieurs interdictions y sont énumérées, notamment celle de nourrir la bête avec des frites, de la glace ou encore des beignets, celle aux restaurateurs d'utiliser du poivre pour ne pas le faire éternuter, etc. etc. Et en cas d'infraction, les forces de l'ordre ou, je cite, le ministère des Créatures Fantastiques seront habilités à dresser des procès-verbaux. Évidemment, c'est un arrêté qui a été créé exprès pour le concours. Oui, c'était pour avoir un prix, ils ont eu le 5e. Et puis c'était peut-être une façon pour Natacha Bouchard, la maire de Calais, de faire parler de Calais un petit peu. Puis ça tombe bien, vu qu'elle a déjà dit qu'elle se présentait aux prochaines élections, c'est ça? Oui, c'est déjà fait. Allez, mais c'est plus sympa de le faire avec le sourire. Merci. Prochaines élections en 2026. Elle l'a révisé, elle sait tout par cœur. On se retrouve pour la récré et pour l'instant grand oral. Marguerite Abouet. Yop City, c'est le surnom de ce quartier d'Abidjan où a grandi Marguerite Abouet et qui est le théâtre des aventures d'Aya. C'est pas le seul, et on l'a dit, ce Paris du début des années 1980. Moment d'espoir où un certain nombre, et alors pour les Africains, pas que pour eux d'ailleurs, mais particulièrement, François Mitterrand a promis de régulariser les sans-papiers. Oui, alors, juste un petit saut en arrière. Quand moi, je suis arrivée en France en 83. Ah non, juste après. Oui. Et lorsque François Mitterrand a été élu, mais c'était comme si c'était le président de la Côte d'Ivoire qui était élu. On était tous dans la rue. Moi, je me souviens des parents qui étaient contents. Donc, beaucoup d'espoir, déjà, parce que je pense que les familles qui avaient un parent en France se disaient il va pouvoir être régularisé. Et en fait, c'était déjà moi, j'ai vécu ce mouvement d'enthousiasme. Et puis quand j'arrive aussi à Paris, je rencontre aussi énormément d'Africains et qui me parlent vraiment de cette année 81, où ils étaient tous dans la rue à manifester. Ils se sont dit, mais c'est super, on va être régularisés. Et puis après, il y a eu Pasqua qui est arrivé. La suite de l'histoire est moins amusante. La France que vous découvrez donc à l'âge de 12 ans, mais vous arrivez avec une pression complètement dingue, une obligation de réussir. Oui, alors ça, c'était ce que... à l'époque, tous ceux qui partaient, en tout cas, je parle de la Côte d'Ivoire, tous les enfants qui partaient en Europe, il y avait quand même un poids familial. C'était, on met un peu tous nos espoirs sur l'enfant, parce que forcément, la France ouvre plus de perspectives d'avenir, dans les études, c'est beaucoup plus facile, plus simple. Oui, bien sûr que mon frère et moi... et vous vivez ça comment? En fait... Parce qu'on est petit, 12 ans. Oui, on est petit, mais en même temps, on vit ça à la hauteur d'enfant. Moi, jamais je me suis dit, tiens, j'ai toute une famille qui m'attend. Mais par contre, quand je partais, je me souviens, je suis allée dans toutes les familles et j'avais un carnet. Et je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient que je les ramène de France. Et les mamans me demandaient du pain saucisson. Il y a d'autres qui demandaient un mari blanc, un beau, comme Rahan, par exemple. Et mes amis me demandaient des bonbons. Ça revient souvent, Rahan, quand vous donnez des interviews. Il y a quelque chose entre Rahan et vous. Je sais, c'est un peu enfant. Il faut que j'arrête. Vous le lisiez? Oui. Vous vous souvenez de l'épisode où il meurt? Oui, alors, je sais pas, c'est pas un gros... Je sais pas qui l'a tué. Mais non, il meurt noyé. Il faut attendre une semaine. Grave. Ah oui, une semaine, il est... Et en fait, il ressort de l'eau. C'est ça. Mais il est mort. Il y a des gens qui ont pleuré pendant une semaine, je vous dirai pas qui. Ah, mais non, mais moi, je pense que Et vous allez découvrir, Marguerite, assez jeune, l'écriture grâce à une télévision qui tombe en panne. Oui, alors... Je trouve ça génial comme histoire. Alors, j'ai beaucoup... Enfin, ma vie est tellement faite de hasard que je... Et cette histoire d'écriture... alors, moi, je racontais des histoires avant. J'avais cette chambre de bonne en échange de quelques heures de babysitting. Donc, je regardais des triplés. Et puis, je leur racontais... je les lisais des histoires. Vous savez, tout ce que... Les petits chaperons rouges. Et puis, à un moment, j'en avais tellement assez parce que c'était toujours les mêmes histoires. Et puis, un jour, je commence à leur raconter mon histoire, une histoire, des bêtises que je faisais à Yopougon. Et puis ces enfants-là rigolent et les parents me disent mais c'est super en fait. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des livres comme ça qui leur ouvrent aussi d'autres horizons en fait à ces enfants-là. Et puis petit à petit, c'est comme ça j'ai commencé moi à raconter des histoires. Et l'écriture arrive bien après quand
cette télé dans cette chambre de bonne, cette vieille télé qui venait avec cette chambre, en fait, elle tombe en panne parce qu'en fait, quand je l'allumais, elle ne s'allumait jamais. Et puis en pleine nuit, elle pouvait s'allumer comme ça. Donc à un moment, je ne l'éteignais plus. Et puis à un moment, elle explose. Et après l'école, après les triplés, je me retrouve un peu seule dans ces 4 murs. Et puis je commence à me dire, tiens, et si je mettais mes histoires d'Akissi. Et voilà, et ça, c'est plus Aya, c'est Akissi. 10 ans de bêtises, toute une enfance. Vous, quand vous étiez enfant, votre télé, c'était votre grand-père, hein? Alors, quand on partait en vacances. Ouais. Ah, seulement pour les vacances? Oui, parce qu'on était à la ville, donc on avait la télé, nous, les petits citadins. Et pendant 2 mois de vacances... je pensais que vous allumiez pas la télé à la maison et que vous écoutiez les histoires du grand-père. Non, à la maison. Non. À la maison, on avait, parce qu'on faisait partie quand même de ce miracle ivoirien. Donc on avait quand même la télé. Et puis quand on partait en vacances, justement, 2 mois de vacances, on était une vingtaine de petits-enfants que des parents nous jetaient, se débarrassaient. C'était tellement ravis. Et puis à l'époque... Il n'y avait pas d'électricité, ni d'eau, courante, dans les villages. Aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque, non. Donc, Et vous pensez qu'il y a encore des grands-pères aujourd'hui qui racontent des histoires plutôt que de brancher la télé? Ou de regarder sur le smartphone, d'ailleurs? Malheureusement, aujourd'hui, j'en vois énormément. Ouais. C'est plus... déjà, je sais que notre génération, même la génération d'après, n'emmène même plus leurs enfants au village. Alors que nous, on a cette chance-là d'y aller quand même. On parle aujourd'hui d'Aya, mais donc vous l'aurez compris aussi d'Akissi, plus jeune, dessiné cette fois par Mathieu Sapin. On l'avait reçu, Mathieu Sapin, dans cette émission d'ailleurs. Autant de petits bijoux dont on vous recommande vivement la lecture. On retrouve Marguerite Aboué juste après la récré. Cécile Fournier. C'est pas une récré télé, c'est une récré radio, podcast, pour être très exact. Un podcast qui s'appelle Est-ce que c'est normal et qui est disponible depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes. Oui, c'est un podcast dans lequel la sexologue, le docteur Catherine Solano, répond aux interrogations des ados au micro de Agathe Le Caron. Alors Agathe Le Caron, on la connaît puisqu'elle est présentatrice télé, notamment de l'émission La Maison des Maternelles sur France 2. Alors je vous laisse découvrir juste l'introduction de ce podcast pour voir un petit peu l'ambiance. T'as pas vu le temps passer ? Je te rassure, tes parents non plus. Mais voilà, ton corps change à une vitesse grand V. Tes envies, tes pensées, tes désirs aussi. Tu te dis souvent, mais est-ce que c'est normal ? Alors je t'explique. Tes parents rêvent de répondre à tes questions, mais ils ont parfois du mal à aller au-delà de leur pudeur. Et surtout, ils ont peur de pas avoir les bons mots. Et puis de toute façon, toi, tu te vois pas leur poser des questions. Et puis t'as pas vraiment envie d'en parler à ton groupe d'amis. Donc tu sais quoi ? Tu es au bon endroit. Avec Catherine Solano, médecin et sexologue spécialisée des sujets liés à la puberté, on va essayer de répondre à toutes les questions que tu te poses. Tu es jeune, tu as des questions, tu es un garçon. Qu'est-ce que tu demandes, Cécile ? Eh bien, dans ces questions, par exemple, il y a Hugo qui a 12 ans qui s'inquiète de n'avoir pas eu d'éjaculation. C'est ça. Noah, quant à lui, remarque qu'il transpire de plus en plus. Aussi. Ou encore, dans un autre registre, Camille se sent souvent seule et nulle. Ça peut arriver. Oui. Donc, seule et nulle, c'est pas uniquement donc, tourné vers la sexualité. On a commencé par... C'est vrai que ça parle pas mal de ça. C'est les préoccupations des ados. Alors, c'est un autre avantage, c'est que c'est assez court. C'est un format qui dure entre 5 à 10 minutes. Donc, on arrive à avoir quand même... une réponse riche et construite pour chaque question. Agathe Le Caron, vous aimez bien, vous la suivez, hein, elle fait plein de podcasts. Oui, effectivement, elle s'était penchée aussi sur les ados. Elle ne s'est pas pensée que sur les ados, pardon. Elle dans Rescapé, elle donnait la parole à des personnes qui avaient vécu une déflagration dans leur vie. Dans Ex, elle donnait la parole à des anonymes qui racontaient l'histoire d'amour qui a changé leur vie. Et comme elle ne tient pas en place, Agathe Le Caron, elle vient également de sortir son tout premier album jeunesse, écrit à 4 mains avec son papa, Étienne, et illustré par Madeleine Le Fou. Génial, merci beaucoup Cécile. Et je rappelle donc le titre de ce nouveau podcast. Est-ce que c'est normal ? Il est disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes. Grand Oral, Marguerite Aboué. J'ai commencé à écrire pour ne pas devenir folle. Il fallait que j'écrive pour ne pas oublier d'où je venais. J'ai commencé à raconter mes histoires d'enfance. Fin de citation. Elle est extraite de ce portrait paru dans Le Monde Portrait. C'était pour le 7e volume, je crois, d'Aya. C'était il y a à peu près un an. On parle un petit peu de ce rapport à l'écriture. Mais avant, je voudrais qu'on parle d'éducation. C'est un de vos combats. Oui. Alors d'abord, c'est omniprésent dans le bouquin. Parce que quand même, la question d'aller à l'école, puis à l'université, les conditions de vie des étudiants
Vous situez les problèmes d'ailleurs de précarité étudiante et de lutte étudiante des années 80. J'imagine qu'on a les mêmes aujourd'hui. C'est complètement les mêmes. Bon, voilà. Et soit en Europe ou... On les a en France aussi. Oui. Donc voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est tout à fait ancré dans l'actualité, en tout cas dans cette actualité-là. Mais vous avez créé une assoce qui s'appelle Des livres pour tous. Des livres pour tous, et ça c'est ma plus grande fierté. Et oui, on a 5 bibliothèques jeunesse, de la maternelle à la terminale, avec plus de 5000 enfants qui sont inscrits. Et ce n'est pas juste une bibliothèque, parce que c'est un endroit de vie, c'est un lieu de vie où ils viennent justement, on parle de sexualité, ils viennent poser des questions à des adultes qui sont là pour les écouter, qui ne les jugent pas. Et c'est super. Donc vous les attirez par les livres? On les attire, tout commence par. Et alors, ils lisent quoi? Les œuvres complètes de Marguerite Agouet, j'imagine? Bien sûr que ça, d'ailleurs. Akishi? Oui, non, mais ils lisent de tout. Des classiques, aux livres illustrés. Comment vous récupérez tous ces bouquins, d'ailleurs? Alors, on a des partenariats. Oui, on a des partenariats avec des maisons d'édition qui nous laissent choisir des livres, et des livres neufs, parce que je ne récupère pas tout et n'importe quoi non plus. Bien sûr. Et les livres qu'on achète, ce sont les livres africains. Donc, on fait marcher l'édition africaine. Et puis, on a des partenariats aussi sur place. Avec la FNAC, c'est important de les citer parce qu'ils sont vraiment présents, la Librairie de France, et puis on a d'autres partenaires qui nous soutiennent aussi. Vous, l'école, ça s'est passé comment en France? Quand je suis arrivée en 6e ici, il fallait juste que tous ces nouveaux amis m'aiment. C'est marrant, votre première préoccupation, c'est les amis. Mais c'était ça, mais parce que j'arrivais d'un quartier où j'étais un peu la star, c'est ce que je raconte dans Akishi. J'avais ma bande d'amis, et puis j'arrive ici, mais on me regarde comme si j'étais un dragon, enfin, je reviens. Et donc, il fallait qu'ils m'aiment. Et donc, je me suis dit, mais vous allez m'aimer, parce que vous ne savez pas d'où je viens. Moi, je viens d'un. Pas qui je suis. Parce que je viens d'un quartier où on est tellement libre, on a vécu des choses incroyables, et je vais vous raconter ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le récit, ça commence même à ce moment-là, en fait. Là, parce qu'il me posait des questions très bizarres. Il me demandait, mais d'où je venais? Est-ce qu'on a des voitures? Est-ce qu'on dort dans des maisons ou dans des arbres? Je me suis dit, mais bon, vous les petits Français, vous êtes un peu bêtes, parce que nous, là-bas, on sait comment vivent les autres, parce qu'effectivement, on a la télé. Et c'est aussi pour sortir des clichés, ça vous l'avez souvent raconté, que vous avez voulu faire Aya. Mais bien sûr, raconter juste que les jeunes africains ont les mêmes problématiques que les autres jeunes partout dans le monde. Dans toujours ce portrait que je citais tout à l'heure du Monde, vous dites, quand on vient d'ailleurs, on ne doit jamais se plaindre. Bon, c'est un peu sorti, c'est peut-être sorti aussi du contexte. Alors, à peine, le contexte, c'est que vous parlez à ce moment-là... Non, mais je peux contextualiser. Vous parlez de votre lien avec, pardon, j'ai oublié son nom, la personne qui tient ce restaurant apparemment formidable à Montreuil, où je rêve d'aller depuis que j'ai lu l'article. Et vous dites, à un moment donné, oui, on a ce point commun, on est débattantes, et de toute façon, vous ajoutez, quand on vient d'ailleurs, on n'a pas le choix, on se ressemble pour ça. Oui, parce que, déjà, la victimisation, c'est quelque chose que je ne supporte pas. D'accord, c'est pour ça que vous m'avez repris, alors, sur ma question. Je comprends. Non, mais c'est vrai que quand je fais beaucoup de rencontres scolaires, puisque Aya et Akishi, ce sont les livres les plus lus qui se lisent le plus des bibliothèques en France. Absolument. Et donc, les jeunes demandent à nous rencontrer, que ce soit le dessinateur ou moi. Et puis, quand je vais voir ces jeunes-là, mais je déteste qu'ils nous disent, mais oui, mais nous, tout va mal, on ne nous aime pas, et puis on va jamais trouver... Enfin, je leur dis, mais c'est pas possible. Mais vous avez 15 ans à peine, vous n'êtes jamais allé chercher du boulot, vous n'êtes jamais allé chercher un logement, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être bon à l'école, enfin, même bon, d'aller le plus longtemps possible. Et là, c'est votre arme. Un diplôme, c'est votre âme, tout simplement. Et donc, c'est peut-être pour ça que que vous avez eu cette petite sortie quand même. Je dis que non, on ne doit pas se plaindre, parce qu'effectivement, si on vient d'ailleurs, si on est venu dans un pays pour justement... Pour y réussir, pour dire les mots. Oui, c'est parce que forcément, là où on est, on ne trouvait pas, peut-être, on ne rêvait plus, notre pays ne nous fait plus rêver, ou peut-être même juste aussi par découverte. C'est vrai que les jeunes, on a besoin aussi de partir ailleurs. Bien sûr, et de voyager. Voilà, et pourquoi les Africains, ces jeunes Africains ne peuvent pas, eux, aussi découvrir d'autres
d'autres continents. Donc, mais par contre, quand on arrive, effectivement, parce qu'on n'est pas chez nous, donc on doit se battre beaucoup plus que les autres, tout simplement. Marguerite, je voudrais qu'on termine sur un point que j'ai juste effleuré, alors qu'il est quand même assez important dans les derniers volumes d'Aya, c'est la question de l'homosexualité. Oui. Vous parlez du tournant des années 70-80. Est-ce que les choses, alors notamment sur les mœurs, ont évolué? Comment elles ont évolué de votre point de vue, aussi bien ici qu'en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus accepté, mais faut pas le montrer. Je veux dire, déjà, quand on est un couple hétéro, c'est compliqué de s'embrasser dans la rue ou devant les parents. Alors, couple homo non plus. Bon, voilà, tout simplement. Mais sinon, c'est plus accepté. Je sais donc que dans les choses ont évolué quand même c'est considérablement. Voilà. Mais c'était parce qu'il faut le dire quand même. Oui, ça c'est super important, je le dis, c'est vrai. Aya de Yopougon, du tome 1 au tome 8, il y a 18 ans entre les deux. On attend combien de temps pour le tome 9? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Là, Clément Breury a mis 2 mois pour faire les dessins. Wow. C'est un record. C'est remarquable. Donc là, je pense qu'il faut qu'il se repose, sinon il va. Bon, alors Clément Breury se repose un petit peu, mais il s'y remet parce qu'on veut connaître la suite. Et puis, il y a toujours, évidemment, Akissi, des livres pour tous. On peut aider l'association, j'imagine, il y a un site internet. Oui. Cécile, merci. Marguerite, merci. On va retrouver maintenant Marie-Olivier qui va vous succéder, Cécile, sur ce plateau. Cours particulier et direction l'Amérique latine. Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soit on fait des portraits de grands pédagogues, soit on voyage dans l'espace pour découvrir des pédagogies. Aujourd'hui, direction l'Amérique latine pour explorer le travail de la fondation TAP, T-A-A-P. Exactement, on va sur le continent sud-américain à la rencontre de Gaby Arenas de Meneses et de son organisation TAP qu'elle a fondée en 2008. Alors, qui est Gaby? Gaby a fait des études au Venezuela dans le domaine du journalisme et de la communication pour le développement international. Elle dirige l'équipe des arts à Randglass, qui est une fondation pour la santé pour tous. Et en fait, c'est une passionnée d'art et elle voit dans l'art un instrument de changement social dans de nombreux domaines. Et c'est pour ça qu'elle crée cette fondation TAP. Oui, exactement. En 2008, en fait, Gaby mène des projets de recherche en Colombie et au Venezuela. L'idée est d'analyser à l'époque la violence qui y règne, les solutions pour maintenir la paix au sein des communautés, notamment par l'utilisation des arts. Alors, donc elle intervient elle-même dans ces communautés-là, où il y a beaucoup de violence. Oui, en fait, au Venezuela, la situation politique, économique et sociale est très instable depuis des années, et en Colombie aussi dans certaines communautés où la violence et les conflits sont endémiques. Donc, et dans de nombreux pays d'Amérique latine, c'est le cas. Il y a de nombreux gangs, il peut y avoir des violences qui touchent les enfants, les parents et les professeurs. Et le problème, en fait, c'est que cette violence est vraiment banalisée, devient même la norme sociale. En tout cas, selon l'UNICEF, 90% des familles latino-américaines considèrent que les punitions violentes font partie de l'éducation des enfants. Oui, ce qui n'arrange pas, parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Les enfants, les adolescents qui ont aussi sont une cible prioritaire, à fortiori dans les endroits pauvres pour les gangs. Exactement. Quand les familles sont dans le besoin, eh bien, les enfants rejoignent des gangs. C'est un moyen facile de faire de l'argent. Et c'est la cause de certains décrochages scolaires. Décrochages scolaires parce que l'école a du mal à lutter contre tout ça. Ben c'est ça, ils ont du mal. En fait, les systèmes éducatifs ne forment pas du tout les enseignants à gérer cette violence, à la prévenir ou à la contrer. Ils n'ont pas non plus forcément les compétences socio-émotionnelles, les profs, pour soutenir les élèves. Et le problème, c'est que ces enfants sont vraiment exposés à la violence dès le plus jeune âge et que ça a des répercussions sur la violence qu'eux-mêmes peuvent exercer plus tard. Donc c'est un peu un cercle vicieux. D'où l'idée de TAP pour briser ce cercle vicieux. TAP que Gaby crée en 2008. En 2008, donc ça fait un moment, et elle l'a créée. C'est vraiment une organisation pour la paix par l'art. Elle a commencé à mettre en place d'abord des ateliers artistiques dans la région rurale d'Atilo, au Venezuela, auprès d'une 60aine d'enfants de l'école Mano Amiga, la Montana. L'idée de TAP, dès le départ, c'est vraiment d'utiliser non seulement les arts, mais aussi des pédagogies innovantes, des techniques de communication et l'apprentissage par le jeu pour créer des environnements qui sont plus pacifiques au sein des familles, des écoles et des communautés. Avec une méthodologie bien à eux, ils créent des écosystèmes, c'est ça? Oui, ils créent des écosystèmes. Donc, ils ont créé 14 écosystèmes d'apprentissage en Amérique latine. Chaque écosystème, en fait, est composé d'enfants, de familles, d'enseignants, d'artistes, d'acteurs de la communauté, de membres aussi des institutions publiques locales ou régionales, et de partenaires de la société civile et du secteur privé. Donc en fait, beaucoup de gens de la société. Et chaque écosystème est très riche et répond à des besoins qui sont spécifiquement locaux. Exemple? Oui, par exemple, l'un des projets est nommé l'art pour la consolidation de la paix et l'entrepreneuriat. Donc le but, c'est que les jeunes décrocheurs qui risquent de rejoindre des gangs, justement, choisissent une voie pour gagner leur vie en travaillant dans l'industrie culturelle. Donc là, 25 jeunes ont participé à la première édition du programme et ils ont créé un espace public pour la paix aussi à travers des animations culturelles
dont des peintures murales, du street art. Et ça les aide à être à la fois actifs, ça permet aussi à la communauté d'être sensibilisée et de profiter de ces œuvres. Et une formation a aussi été mise en place auprès de ces jeunes pour qu'ils entreprennent dans l'industrie culturelle. Plus de 3000 jeunes de 7 territoires différents ont mis en œuvre des initiatives et des entreprises aussi. Ils ont créé des entreprises qui viennent en aide à leur communauté. Et l'impact de ces activités va bien au-delà des enfants, puisqu'au fond, toute la société peut être concernée par ces programmes. Oui, si on résume, TAP a 3 buts. Le premier, c'est de faire en sorte que les enfants et les jeunes acquièrent de nouvelles compétences et prennent des initiatives à travers des pédagogies basées sur l'art et la créativité. Le deuxième, c'est de donner à ces jeunes des perspectives d'emploi ou d'entrepreneuriat. Et enfin, de promouvoir la paix à travers l'action collective de l'éducation. Marie, merci beaucoup. J'imagine qu'ils forment les professeurs. Oui, ils forment les professeurs. Il y a des programmes de formation pour que les enseignants mettent en place des ateliers au sein de leur classe. Ils sont presque 300 à avoir été formés à la méthode et à la méthodologie TAP. Et on précise qu'elle a été bien identifiée, bien repérée. Ça existe depuis 2008 et très vite, elle a été Fellow Ashoka. Fellow Ashoka, donc Ashoka, c'est un prix d'entrepreneuriat social, une belle distinction internationale dans le domaine. Et ces programmes fonctionnent bien puisqu'ils ont touché 4,9 millions de personnes dans le monde depuis 2010 et 2,5 millions de personnes ont participé aux initiatives des communautés pour la paix. Et les enfants aussi, on constate, sont moins nombreux à rejoindre des gangs ou à rentrer dans des réseaux de trafic de drogue. Donc ça marche. Vous avez la réponse à ce grand mystère de la signification de ces 3 ou 4 lettres? Eh bien non, je ne l'ai toujours pas trouvé. Vous avez cherché aussi, bien sûr, très longtemps même. Fondation TAP, en tout cas, c'est formidable. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Emma Frari en régie aujourd'hui. Au son, Thibaut Goury-Lafont à la réalisation, Angèle Jean-Girard. Vous restez sur School TV et on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.